أجل في اللون ذق مطاف أزقضوف أمطاف إيوان دي تسكن كاكيسي مغليوين أما ذقوينيانا تسارتي تم ذقوينيانا أمزرون والسنقية دن يبضاد الأخبار يضران دي تمولا من الفارانيان من الموت ضغن تقلدون تمورت الإنجليز إليزابيث في السنة تمطص يسنن يكمدن يميدغا ماشي كان يميتاقلدون ce n'est pas seulement une reine, mais c'est aussi le fait qu'il est à la tête de... Ça fait pas longtemps, c'était la première puissance mondiale. Il est aussi dans un domaine, il sera toujours, le Royaume-Uni, l'Angleterre seront toujours dans certains domaines les premiers dans le monde. Dans le renseignement, dans l'information et bien entendu dans l'utilisation de leur langue, entre autres. Parce que je pense aussi que sur le plan diplomatique, le Royaume-Uni a toujours un mot dans tous les conflits, quel que soit le continent et quelle que soit la dimension et quelle que soit la nature. La troisième raison, c'est parce que c'est une femme qui a vécu très longtemps et donc a survécu à plusieurs événements tragiques, comme les guerres, comme les conflits, qui ont donc traversé l'époque, même le 21e, même le 20e siècle. Le mot Saint-Gildunt يسد une connaissent les Africains, mais c'est un non-événement. C'est-à-dire, travailler sur le plan humain, c'est normal, parce que nous sommes un peuple sensible, compréhensif et qui a de la compassion. La rive nord de la Méditerranée, donc les Latins, ont été nos voisins les plus proches et ils savent très bien comment sont les habitants de la rive sud de la Méditerranée, c'est-à-dire l'Afrique du Nord. Le peuple amazigh est un peuple très très chaleureux et aussi nous sommes un peuple qui est vraiment comment dirais-je, qui partage la douleur avec les autres. D'ailleurs, regardez comment les Africains du Nord, donc les Imazighen, enterrent encore leurs morts jusqu'à maintenant, avec toutes les exigences de l'époque dans laquelle nous sommes. Et les contraintes donc. Nous continuons à enterrer nos morts en présence de la quasi-majorité des villageois. Nous sommes l'une des rares sociétés qui accompagnent les morts, qui sont nombreux, puisque maintenant on n'est plus dans le temps où il y a un mort une fois par année. Les villages sont grands, sont très peuplés, donc automatiquement, proportionnellement. Et malgré ça, nous accompagnons les morts tellement que cette tradition, on va dire que peut-être que nous avons un côté mortifère dans notre sociologie, ou alors tout simplement donc le respect que nous devons envers ceux qui ont vécu à côté de nous, qui sont aussi des références, le grand-père, la grand-mère, le proche, le vieux du village, le doyen, etc., parce qu'ils sont gardiens de la mémoire collective. D'ailleurs, nous les appelons, plutôt même les appeler des bibliothèques ambulantes. À chaque fois qu'un vieux mourait, c'est une bibliothèque qui
qui brûlait, tellement que notre langue et notre littérature, elle est foncièrement orale, donc ce sont les plus vieux qui en ont conservé le plus de cette oralité, qui est bien entendu en perdition. La disparition donc de Queen, la reine d'Angleterre, c'est un non-événement pour nous parce que d'abord, nous ne sommes pas une colonie britannique, peut-être hélas, puisque peut-être que les Anglais, s'ils nous avaient colonisés, ils auraient fait moins de mal que le colonialisme français, qui non pas seulement il nous a colonisés, ça c'est de bonne guerre quand tu trouves quelqu'un faible et que tu as besoin de ces terres, de ces richesses, surtout quand il y a de la complicité à l'intérieur de ce peuple, c'est-à-dire des étrangers qui se sont fait passer pour des Algériens, qui ont profité justement de cette bonté de ces Maziren pour donc c'est normal que le colonisateur ait des facilités pour mieux pénétrer et bien entendu pour mieux s'installer. Mais le problème de la France que nous reprochons au colonialisme français, c'est le fait qu'il a pris le soin en sortant, quand la fatalité, le déterminisme historique, il fallait que la France parte, s'il devenait international, si l'ONU, si le concours des circonstances, c'était à la mode, c'est-à-dire la libération du peuple, la décolonisation du peuple, etc. Fallait qu'il parte. Il a pris le soin de nommer les pires citoyens, c'est-à-dire les moins patriotes, les plus lâches, les plus serviles, c'est-à-dire ceux avec lesquels il a travaillé pendant ces 130 ans pour les nommer avant de partir et laisser toujours donc le peuple sous une forme de colonisation. Et je pense que l'Angleterre n'aurait pas fait ça. Et c'est pour ça que je parle de la reine. Je peux peut-être lui accorder un mérite, c'est le fait que le Royaume-Uni a cette comment dirais-je, ce comportement de le bon sens de travailler qu'avec les meilleurs. C'est-à-dire, finalement, le terme de gentleman, qui est une invention anglo-saxonne, américaine, a toute sa signification ici. Le colonialisme français n'a pas agi en gentleman avec nous, il a agi avec barbarie, avec calcul, c'est-à-dire avec pragmatisme au sens. Et pire encore, tous les moyens sont bons, avec plutôt aussi du machiavélisme. Par contre, les colonies anglaises ou britanniques, ils se portent mieux, même si le colonialisme c'est toujours quelque chose à bannir, mais ils se portent mieux parce que les Anglais ont eu l'intelligence, la finesse, la diplomatie de travailler avec les véritables propriétaires de la terre. Maintenant, nous avons perdu, ou alors nous devons partir, mais nous n'allons pas négocier avec n'importe qui. Il y a des limites à tout. On ne peut pas descendre au-delà d'un certain. Pas avec n'importe qui. L'essentiel, c'est de laisser ses agents. Non. Il y a un certain seuil que nous ne devons pas dépasser. On ne doit pas descendre au-dessus. Voilà la différence entre le colonialisme britannique et le colonialisme français. Mais ce n'est pas pour autant que le Royaume-Uni a fait du bien. Le Royaume-Uni, grâce à Laurence d'Arabie, il a fait cette toile d'araignée qui, jusque maintenant, à travers le Commonwealth peut-être, mais aussi d'autres pays qui sont officiellement avec l'Angleterre, donc des affiliés au Royaume-Uni, mais officieusement, ils appartiennent à d'autres blocs, idéologiquement, linguistiquement, culturellement, comme par exemple le monde arabe. Eh bien, la reine d'Angleterre est héritière de tout ça. Il a donc géré avec finesse
avec droiture les intérêts de son royaume et de son pays, au détriment, bien entendu, sans doute, des colonies britanniques, mais au détriment de tout le monde, puisque c'est dans la logique des choses euh, que l'intérêt des uns, c'est au détriment de ceux des autres, donc des plus pauvres, par exemple. C'est une femme silencieuse, c'est une femme, euh, on va dire, qui n'est pas trop intellectuelle. La preuve, c'est que sa vie n'a pas été marquée par des sentences, par des citations, par des phrases. C'est une femme plutôt mondaine, noble et farouade. Le snobisme britannique oblige son rang d'héritière du trône aussi en fait que euh, son comportement devait être calculé, réfléchi pour diminuer, éviter la moindre erreur. Parce que c'est une femme surmédiatisée. Peut-être que sa raison d'être réside dans le fait d'être médiatisée pour être justement la mère de tous les Anglais et de tout le royaume et de tout le Commonwealth. Il a réussi avec brio cette tâche. Mais nous avons le droit, nous le tiers-monde, nous les laisser pour compte, nous ceux que sont considérés comme les minorités ethniques, de la considérer comme une femme qui a oublié quelque chose de majeur, de travailler pour l'émancipation et l'épanouissement, pour plus de liberté, pour la reconnaissance de ces peuples autochtones. Je pense que la reine d'Angleterre et tout l'establishment britannique et mondial, puisque la Grande-Bretagne occupe une place de choix, que ce soit au niveau de l'ONU, puisqu'il a un veto, mais aussi dans tous les concerts des nations, c'est-à-dire dans tous les grands rendez-vous comme le G7, comme les pays industrialisés, les pays qui font et qui défend la politique mondiale. La reine d'Angleterre donc a oublié d'avoir, je ne sais pas, une pensée peut-être, mais s'il l'avait, il a oublié d'avoir avoué, d'avoir prononcé quelque chose envers ces peuples qui sont pourtant des propriétaires légitimes des terres, des pays, mais qui n'ont aucun droit. Comme par exemple le peuple amazigh en Afrique du Nord. De toute sa vie de politicienne, de souveraine, de diplomate, elle n'a jamais, ne serait-ce que d'un point de vue historique, c'est-à-dire les évidences que le peuple amazigh est un ancien peuple qui habite l'Afrique du Nord. Ça, les pires ennemis de l'amazigité, ils le reconnaissent puisque maintenant l'anthropologie, l'histoire, comment dirais-je, l'archéologie et puis surtout la sociologie le prouvent. Et puis apparemment même la génétique. Mais bon. Nous, les peuples, les minorités ethniques, on n'est pas dans le racisme, on n'est pas dans la xénophobie, on n'est pas dans le... Justement, puisqu'on parle de la race, les Anglais connus pour des gens qui croyaient et qui ont cru à ça pendant longtemps, à avoir le sang bleu. Ils croyaient pendant longtemps que, je parle bien sûr de la famille royale, que contrairement aux autres, eux, leur sang est bleu. Ce qui leur permettait d'avoir des avantages par rapport à d'autres, donc des excès, des abus, des dépassements. À savoir la domination,
la violence et le servage. Nous rappelons tous de ce que ont fait les colonies, donc les colons, dans les colonies de l'Afrique centrale, par exemple. Comment ces contrées lointaines de l'Afrique sauvage ont été réduits à l'esclavage au service de la couronne et au service de l'industrie donc britannique. Il faut aussi souligner que le côté exotique a toujours habité les anglo-saxons. Ils aimaient vivre dans la luxure et le bonheur et la technologie de pointe, mais qu'ils devaient laisser leurs anciennes colonies qui pourtant leur fournissaient les matières premières et la main-d'œuvre à bon marché et un pied en Afrique et dans les autres continents comme l'Inde, etc., comme l'Australie pour ce qui concerne le royaume britannique. Mais en même temps, ils ne devaient pas les aider à s'épanouir, à évoluer, à progresser. Parce qu'ils aiment prendre leurs vacances. C'est hallucinant, mais malheureusement, ils aiment revenir dans leur colonie et trouver des gens dénudés, pieds nus, en tatouage, en attaquant leur gibier avec des armes de fortune primitives et en habitant des huttes, des cavernes. Et comme ça leur fera oublier le dur quotidien de la politique de Londres ou des grandes villes du Royaume-Uni. Et donc le monde a été comme si c'était une horloge à laquelle on faisait donc arrêter les aiguilles. Le monde est resté figé parce que la volonté de la noblesse de ce monde voulait que l'Afrique reste primitive pour qu'il puisse plaire à ces touristes qui viendront admirer toutes ces femmes nues et tous ces hommes chétifs, affamés, auxquels The Queen ou les autres stars, comme ça a été le rôle qui a été sans doute imposé à la belle qui malheureusement qu'on a retrouvée morte dans un tunnel à Londres d'une façon mystérieuse dans un véhicule avec un Égyptien. Sans doute un amant. Donc la reine d'Angleterre avait donc raté, à mon sens, l'occasion de parler de la mazérité, de parler de l'Afrique du Nord et de faire ne serait-ce un clin d'œil à ce peuple majestueux, à ce peuple qui n'a rien à envier au peuple britannique ni à la noblesse britannique. Si les Britanniques pensent qu'ils ont le sang bleu, qu'est-ce que nous dirions nous alors, puisque nous avons existé bien avant donc les îles britanniques, l'Angleterre, qui, rappelons-le, a livré une guerre sans merci sur le plan politique et même d'une férocité singulière envers les Irlandais, les Écossais qui voulaient s'épanouir ou se détacher ou tout simplement avoir plus de darwa, non autant de darwa que les Britanniques véritables. Nous nous rappelons tous de l'IRA et de toutes ces minorités qui voulaient s'émanciper, mais que l'Angleterre refusait plus de liberté. Donc finalement, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas démocratique, qui s'est produit pendant longtemps. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas, peut-être de ce point de vue, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de la part de cette reine qui est prisonnière des enjeux de cette dimension belliqueuse qui n'a jamais quitté, qui est une caractéristique profonde dans le Royaume-Uni. D'ailleurs, c'est le pays
de la noblesse, de l'or, des milords, des loges. C'est en Angleterre qu'on dit telle personne a vu son rang, vu le nombre de propriétés qu'il possède, vu sa descendance pure. Il a donc une loge dans le Sénat, dans ceci, dans le Parlement, donc il a son mot à dire. Et donc, tous ces nobles qui fonctionnaient entourés par des dizaines de serviteurs, de domestiques. Et le Royaume-Uni n'en cachait pas ça. Il était vraiment esclavagiste jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui. Le temps a changé, les formes ont changé, mais les principes sont restés. Et la reine d'Angleterre est morte après une longue vie. Alors, s'il y a bien quelque chose qu'on peut lui reprocher, c'est le fait qu'il a eu toute la latitude, tout le temps pour réformer, il ne l'a pas fait. Il a fallu que des enfants, donc les enfants, c'est-à-dire ses petits-enfants, se rendent compte de ça. Eux, ils appartiennent à une autre époque. Ils ont préféré carrément se détacher de la famille royale pour qu'ils puissent enfin vivre une vie ordinaire. Parce qu'ils savent ce qu'a enduré sans doute leur grand-mère en assumant de lourdes responsabilités et en laissant au fond d'elles des vérités qui font mal, parce que dans le monde de la politique, toute vérité n'est pas bonne à dire. Un jour d'ailleurs, tellement la diplomatie, tellement le conservatisme et le conformisme, le protocole a pris le dessus sur la droiture ou le bon sens ou tout simplement le franc-parler. Un jour, alors que la reine accueillait le grand dictateur, d'ailleurs, en Afrique, il n'y a que ça, le grand dictateur, l'impérialiste Bokassa, ce dernier était donc invité à un dîner, comme ça se fait à l'occasion de chaque visite d'un chef d'État, surtout un Bokassa qui était le roi des rois. Enfin, il s'était autoproclamé. La dictature oblige donc, avec la bénédiction du colonisateur, qui en sortant prend le soin de nommer celui qui veut et enlève celui qui veut pour le faire remplacer celui qui veut avec une façade diplomatique mais avec les mêmes principes au fond. Parce que l'intérêt c'est d'abord servir celui qui est à nommer, c'est-à-dire l'ancien colonisateur, pour lequel tu dois prêter allégeance et dépendance, voire même appartenance, comme si c'était un objet. Donc, M. Bokassa s'attablait à une table à côté ou en face de la reine et on lui a donc servi un repas que peut-être il n'a jamais consommé dans son pays, c'est-à-dire du poisson. Et comme le poisson, ça sent mauvais, enfin, pour un roi, ça sent mauvais. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait même nous, même dans n'importe quel restaurant. Après avoir mangé, on te donne un citron ou l'eau mélangée avec du citron pour te rincer les mains pour que tu puisses enlever l'odeur du poisson qui est resté sur les doigts, puisqu'on le mange avec les doigts de préférence. L'empereur, le dictateur, l'impérialiste, celui qui a opprimé son peuple au point qu'après tant d'années, 80 ans de règne, Bokassa, je ne sais pas, il est mort de vieillesse de toute façon, il n'a absolument rien fait pour son pays. Donc après avoir mangé, il a vu une assiette. Ils ont oublié de lui dire à quoi il servait. Et il pouvait donc servir. Il prenait donc la petite tasse, un petit bol, et il croyait que c'était du jus de citron. C'est normal, il avait tout l'air d'être un jus de citron, et il l'a donc consommé, il l'a bu. C'est ce qu'aurait fait sans doute beaucoup. Après une bonne truite, après un bon saumon, on aurait envie sans doute d'un jus, peut-être
Eh bien, la reine, pour ne pas le froisser, au lieu de le corriger, au lieu de lui apprendre, parce qu'on apprend, c'est normal, c'est une culture qu'il n'a pas chez lui, donc il la découvre pour la première fois, euh, au lieu de le corriger, de lui dire, au fait, ça sert, ça sert plutôt à se laver les mains, il a préféré boire comme lui, pour ne pas le froisser, pour ne pas l'intimider. Il a donc fait comme lui, alors que tout le monde en Angleterre savait, enfin du moins autour de cette table royale, euh, au niveau donc du château sans doute, euh, savait que ça servait à se rincer les mains pour se débarrasser des odeurs de tout ce fruit, de tous ces fruits de mer qu'ils ont consommés. Et ça dénote un peu la personnalité du personnage. C'est vrai qu'il ne froisse pas, il n'intimide pas, il n'insulte pas. D'ailleurs, même les gouvernements avec lesquels il a travaillé n'ont jamais été dans une guerre médiatique avec eux. Mais aussi, c'est une personne qui se venge, qui te fait du mal dans les coulisses et tu ne verras pas le coup venir. Donc, comme tous les souverains que ça respecte, il était donc sournoise, il était donc très diplomatique, voire protocolaire dans son comportement. Au point que très peu de choses nous reviendront à l'esprit lors des commémorations futures de l'anniversaire de sa mort. Si ce n'est pour ses intimes, sa famille, les gens qui ont mangé de sa main, comme on dit, et puis surtout qui ont tiré profit directement, comme les grands dictateurs et les souverains monarchiques comme elle, qui ont, contrairement à elle, elle au moins, il a pensé à l'intérêt de son peuple et il a maintenu l'Angleterre dans un rang de choix. Pour moi, l'Angleterre est la première puissance mondiale. Parce que pour moi, l'Angleterre et l'Amérique, ils ne font que un. Mais bon, contrairement, il a préservé, il a maintenu au trône, au pouvoir, tous ces dictateurs qui ont fait le bonheur du Royaume-Uni, mais que, par contre, à leur tour, n'ont rien fait à leur peuple. Toute la différence est là. Mais sinon, sur le plan comportement, il a été inerte. C'est une femme qui a été surmédiatisée et qui a réussi avec brio parce qu'il a été préparé à ça durant toute sa vie, depuis son enfance, à garder un sourire, de la tenue, et puis ce côté photogénique devant les écrans qui n'ont jamais cessé de la poursuivre. Une force morale incroyable, une santé enviable, mais surtout une droiture diplomatique insoupçonnable, à l'image de ce grand peuple britannique qui est connu pour son pragmatisme, pour son intelligence, pour sa subtilité et surtout son côté visionnaire. Mais dans l'intérêt du peuple britannique et du Royaume-Uni, surtout, le peuple amazigh, qui n'est pas des moindres, nous sommes leurs voisins, nous sommes l'un des plus grands peuples, la reine aurait pu s'offrir ce luxe. Il n'avait absolument rien à perdre. C'était ni un chef du gouvernement qui est assis sur un siège flexible, éjectable, ni un président d'État, ni un président de le Parlement. C'était une reine. Il a hérité cette place grâce à son sang, à son appartenance familiale. On ne change pas de roi, surtout pour ce qui est d'Élisabeth II, puisqu'il n'avait pratiquement aucun concurrent. Elle-même, s'il s'est retrouvé un peu par hasard à la tête de la couronne britannique, c'est parce que justement celui qui était destiné a finalement
raté le rendez-vous. Donc, il aurait pu s'offrir ce luxe, cet avantage de parler de l'histoire du monde et de dire que si l'humanité est ce qu'elle est maintenant, c'est grâce à des gens que des rois comme elle qui ont été à un moment donné de l'histoire de l'humanité là où il faut, quand il faut, et qu'ils ont pris les décisions qu'il fallait. Il n'a jamais reconnu cet avantage. Et je pense qu'il a donc raté l'histoire en préférant faire fi de ces réalités historiques. C'est-à-dire travailler uniquement pour l'intérêt de son camp, c'est-à-dire les anglo-saxons, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et le Commonwealth, c'est très égoïste. Mais ça, c'est aussi très britannique. Et donc la reine d'Angleterre sera pleurée par tous ceux qui ont tiré profit de son long règne. Il sera regretté par toute l'humanité parce que c'est une charmante dame, mais nous serons désolés. Nous sommes très navrés de ce parcours sur lequel on ne trouvera aucune insinuation, aucune allusion, aucune déclaration, aucun hommage envers les peuples qui ont gouverné et régné sur la terre bien avant les Britanniques et qui ont fait énormément de bien et qui font partie d'une façon inéluctable de l'histoire de l'humanité en sens positif du terme, puisqu'ils n'ont jamais tué, ils n'ont jamais colonisé, ils n'ont jamais réduit les autres à l'esclavage. Il a sans doute ses raisons, les raisons d'État, et de ce point de vue, il a été une femme d'État, une reine qui officiellement a préféré faire semblant d'être apolitique, mais qui, à mon sens, n'a jamais cessé de décider, presque à la virgule près, du destin de l'Angleterre, du peuple britannique, du Royaume-Uni et du Commonwealth. Et comme l'Angleterre, ce n'est pas n'importe qui, la reine à travers l'Angleterre et son royaume a décidé du sort de presque la moitié, au moins la moitié de la planète. Donc la responsabilité de la reine est totale, est grande et d'une dimension importante. On connaîtra des bribes dans le futur proche, puisqu'elle est décédée, mais on saura qu'à côté de son charme, de sa modeste démarche, de sa silhouette de grand-mère qu'on connaît, qu'on aime, qu'on adore, de son sourire angélique, se cache une femme d'État, une femme de fer finalement, à l'image de Thatcher, d'une froideur, d'un snobisme inégal, au point que il a réussi à arracher, au détriment des peuples autochtones, beaucoup d'avantages à son peuple. Il a donc avec ça mérité sans doute son mandat, celui d'avoir été intronisé un jour à la tête de la couronne britannique. Mes condoléances sont totales au peuple britannique. Nous sommes très très tristes d'avoir perdu une femme adorable et qui dégageait
beaucoup de tendresse et qui a une aura extraordinaire, vu le nombre de personnes qui viennent, c'est-à-dire les bains de foule que la reine arrivait à provoquer autour d'elle après tant d'années, et quelle que soit la situation économique. C'est une femme qui a plutôt fait plus que elle a dit, c'est une femme qui a plutôt régné plus que elle a polémiqué, mais c'est une femme dont la responsabilité de tout ce qui s'est passé, bon ou mauvais, est beaucoup plus importante que ce que ont déclaré les médias. On gardera d'elle donc une personne qui a réussi, au moins, pour nous, nous devons toujours voir le positif, à faire le bien de son peuple et à vivre pour servir, honorer le mandat ou son statut pour que le peuple auquel il appartient se souviendra en bien d'elle. Pour ce qui nous concerne, nous lui reprochons quelque chose qu'il n'était pas obligé de faire. On aurait voulu, ça aurait été bien que l'Angleterre, que la reine pense à ces peuples qui n'ont pas le droit ni à leur langue, ni à vivre leur culture, ni à revendiquer le projet de société hérité par leurs aïeux. Mais apparemment, nous ne devons plus compter sur quiconque, surtout les rois. L'Angleterre, le Royaume-Uni, la couronne, c'est aussi l'héritage des grands explorateurs britanniques du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle. Et Laurence d'Arabie et consorts ont tellement planifié, ont tellement, se sont tellement ingérés dans la politique de ce qui allait devenir leur colonie, de ce qui a été déjà dans le temps, même au XVIIIe, leur colonie, au point que ils ont toujours décidé de qui doit être à la tête de l'État et qui doit être éliminé. La langue anglaise, qui a maintenant la suprématie, et je suis très très content pour eux. Voilà quelque chose qu'ils ont gagné avec des méthodes, disons, de bonne guerre. L'économie, la diplomatie, la politique, l'hégémonie, ont fait que, et puis surtout la technologie, ont fait que la langue anglaise maintenant est la langue internationale et dominante et par excellence. À un autre niveau, s'il y a une langue qui s'impose maintenant et qui est ajoutée à al-Mandouma al-Madrasiya, au programme scolaire, ce n'est pas fortuit. Ce sont des islamistes qui ont horreur du français et surtout de Tamazight. Nous n'avons pas Amazight عربنا الإسلام. وإذا كاينين مسلم عربتني l'internet. Plutôt, je ne sais pas. L'internet me fait oublier les 5 prières, me font oublier. C'est du n'importe quoi. Mais il faut être islamiste pour dire ça. كاين أمازيغي عربنا الإسلام. Il faut vraiment être quelqu'un qui n'a aucun scrupule, qui n'a aucun pour entretenir des propos de ce genre. Et ça ne nous étonne pas
venant des islamistes de la chorocratie. Les islamistes qui vont venir après, mais certains, nous avons affaire comme avant-goût. C'est-à-dire, il y aura pire plus tard, c'est les partisans de la chorocratie. La démocratie, l'islam, le monde mondial, en attendant l'inqilab. Mais sinon, l'anglais en troisième année, le plus grand perdant sera la langue amazigh. Et puis surtout, une quatrième langue, ce n'est pas possible, puisque déjà trois langues, nous n'avons pas cessé de dénoncer cette surcharge. Un enfant ne peut pas retenir plus de 2 langues avant 12 ans. Et la langue maternelle doit être obligatoirement et prioritairement la langue d'enseignement. Dès le début, il doit rentrer à l'école sans qu'il vive la cassure, sans qu'il sache d'un point de vue linguistique, sans qu'il sente qu'il y a un problème linguistique, un changement brusque, brutal. La langue maternelle doit l'accompagner dans le processus scolaire. Maintenant, si vous voulez nous changer de mère, dans ce cas-là, une fois nous sommes nés, donnez-nous des mères arabophones, anglophones ou francophones, pour qu'on puisse apprendre ces langues que la chorocratie veut nous imposer dès le départ. Bon, ils le font à long terme, c'est l'un des objectifs. Mais en attendant, si c'était vraiment, et d'ailleurs la responsabilité incombe à ces inspecteurs généraux, ces linguistes, ces pédagogues, ces penseurs qui ont eu le culot, l'imprudence et qui ont commis la grave erreur, voire le crime, de cautionner une politique linguistique de cette gravité, d'une ampleur grave, préjudiciable. Et bien entendu, les Anglais qui ont toujours soutenu les islamistes, les théocrates, parce que ça ressemble à leur régime, parce que c'est la théocratie, donc c'est la monarchie, et de monarque en monarque, on s'entend mieux. Comme ça, la reine, ou maintenant le prochain, ça va être un roi, même jeune, il se verra mieux quand il rencontre un roi comme lui, que s'il rencontre quelqu'un qui la démocratie oblige 6 mois après pour un conflit social ou une crise ou peu importe, la loi de la démocratie oblige, par exemple le problème au niveau du Parlement, il se fait remplacer. Donc les Anglais, c'est des gens, ils sont tellement farois, sont tellement snobs qu'ils aiment durer dans le temps. Ils se prennent la tête. Et donc, nous allons bientôt dans quelques jours, une fois les élèves seront rentrés ils vont reprendre l'école, et nous allons subir l'une des politiques justement de cette politique internationale menée par la Grande-Bretagne, à savoir imposer la langue à travers ses partenaires politiques qui sont les islamistes. Donc finalement, nous avons suffisamment critiqué la France pour nous avoir exterminé. Les seuls qui ont survécu, ce sont ceux qui ont fui ou les lâches, ou alors des femmes et des vieux et des enfants. Nous avons critiqué l'Angleterre, la deuxième puissance, l'autre pôle, parce qu'avant, il y a un siècle de ça, il y avait 2 grands pôles, le royaume français et le royaume britannique, pour les mêmes crimes dans leur propre colonie. Donc, la conclusion, l'istintaj al-kabir, il ne faut jamais faire confiance aux puissances occidentales parce qu'ils ne pensent qu'à leurs intérêts.
personne ne viendra demain parce qu'ils ont pitié de nous. Justement, cette notion de pitié, je pense qu'il est inexistante chez les Occidentaux qui ont préféré le mercantilisme, le pragmatisme et la politique de tous les moyens sont bons pourvu que notre peuple se porte bien, mange mieux, habite mieux et se soigne mieux. Le défi est réussi, mais c'est au détriment des colonies et pour le bonheur de la reine d'Angleterre et de toutes les grandes puissances occidentales. Donc, mes meilleures condoléances au peuple britannique. Et puis, nous nous rappelons cette gentille dame qui a fait énormément pour son peuple et qui a donc par là honoré parfaitement son mandat de reine du peuple britannique. يعطيكم الصحة. أنا ميرتون.